Si je te disais que les scientifiques en génétique n'ont jamais classé les races humaines selon l'âge de leur ADN, si je te disais que les vidéos virales que tu as vues en ligne ont simplifié, déformé et mal présenté des années de recherche génétique sérieuse jusqu'à en faire un faux récit. La vraie science est plus complexe, plus intéressante, et elle nous dit en réalité quelque chose de profond sur notre histoire humaine commune. Aujourd'hui, nous allons voir ce que dit réellement la recherche, pourquoi la version virale s'est trompée à ce point et ce que cela signifie pour notre manière de comprendre la diversité humaine à l'âge de la science de l'ADN. Depuis quelques années, si tu fais défiler les réseaux sociaux assez longtemps, tu es probablement déjà tombé sur des vidéos avec des titres sensationnels du genre « Les scientifiques ont classé toutes les races humaines selon l'âge de leur ADN et la plus ancienne a choqué tout le monde ». Ces vidéos font des millions de vues. Elles déclenchent des débats enflammés dans les commentaires et elles promettent de révéler une vérité choquante sur l'ascendance génétique humaine. Mais voilà le problème. Elles reposent sur une incompréhension fondamentale de ce que la science génétique dit réellement sur les populations humaines, l'ascendance et la diversité. La vraie histoire est bien plus nuancée, bien plus intéressante et bien plus importante que tout ce qu'une vidéo virale peut raconter. Commençons par comprendre ce qui s'est réellement passé dans la recherche génétique. Au cours des 2 dernières décennies, des scientifiques du monde entier ont mené d'immenses études génétiques en analysant l'ADN de milliers de populations humaines. Parmi elles figure le projet des 1000 génomes, une étude majeure qui a séquencé le génome complet de plus de 2500 personnes appartenant à 26 populations différentes à travers le monde. Il y a aussi eu d'innombrables études plus petites, centrées sur des régions précises, des populations anciennes et des marqueurs génétiques rares. Ce que ces chercheurs ont découvert était réellement révolutionnaire. Mais cela n'a rien à voir avec ce que prétendent les vidéos virales. Le malentendu fondamental commence avec une expression simple, l'ADN le plus ancien. Quand les scientifiques en génétique parlent de l'ADN le plus ancien, ils ne parlent pas d'un âge au sens littéral. Ils ne disent pas que des personnes issues de certaines populations portent des molécules d'ADN physiquement plus vieilles que celles d'autres populations. Cela n'aurait aucun sens. Tous les humains vivants aujourd'hui sont nés à peu près à la même époque. Du point de vue de l'évolution, notre ADN a été répliqué et transmis de génération en génération exactement comme celui de tout le monde. Ce que les scientifiques veulent vraiment dire quand ils parlent de l'âge d'une lignée génétique, c'est tout autre chose. Quand les généticiens parlent de l'âge d'une lignée, ils parlent du moment où cette lignée s'est séparée des autres lignées dans l'arbre généalogique humain. Imagine cela comme les branches d'un arbre, le tronc représente notre ancêtre commun. Et à mesure que tu montes dans l'arbre, les branches se divisent à différents moments. Certaines se sont séparées beaucoup plus tôt que d'autres. Une lignée qui s'est séparée il y a des centaines de milliers d'années est considérée comme plus ancienne qu'une lignée qui ne s'est séparée qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années. Cette divergence crée de la diversité génétique. Et plus une lignée est restée indépendante longtemps, plus elle a accumulé de variations génétiques uniques au fil du temps. Quand les chercheurs ont examiné l'ADN de populations du monde entier, ils ont trouvé quelque chose de fascinant. Certains marqueurs génétiques, surtout dans l'ADN mitochondrial et dans l'ADN du chromosome Y1, étaient associés à des lignées très anciennes. Ces marqueurs anciens ont été retrouvés le plus souvent dans certaines populations africaines, en particulier chez les peuples Khoisan d'Afrique australe. Ce n'est ni controversé ni surprenant pour les généticiens. En réalité, cela correspond parfaitement à ce que nous savions déjà sur l'évolution humaine et les migrations. L'Afrique est le lieu où l'humain moderne est apparu. Et à partir de là, les humains se sont progressivement dispersés vers les autres continents. Il est donc parfaitement logique que les populations africaines portent certaines des plus anciennes lignées génétiques. Ici, on parle simplement d'appliquer la théorie de l'évolution à des données génétiques. Quand une espèce est apparue dans une région géographique précise et que les populations y sont restées relativement stables pendant des centaines de milliers d'années, ces populations vont forcément accumuler plus de diversité génétique et conserver davantage de lignées anciennes que des populations qui se sont séparées et ont migré ailleurs. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, rien de choquant non plus. C'est simplement comme cela que fonctionne l'évolution. Les peuples Khoisan, c'est-à-dire des populations de chasseurs-cueilleurs à langue zaklique, en Afrique australe, possèdent des haplogroupes mitochondriaux appelés L0D et L0K. Ces lignées ne sont pas seulement anciennes. Elles font partie des plus anciennes lignées maternelles humaines encore existantes sur toute la planète.
Les scientifiques estiment que L0D, la première lignée divergente, remonte à environ 172 000 ans, avec une marge comprise entre 149 000 et 199 000 ans. La lignée L0K s'est séparée peu après, il y a environ 159 000 ans. Ces chiffres sont de véritables résultats scientifiques, fondés sur des décennies de recherche et d'analyse génétique. Ce qui rend ces lignées si importantes, c'est qu'elles représentent les branches les plus profondes de l'arbre maternel de l'humanité. Quand les généticiens remontent l'ADN mitochondrial dans le temps, ils suivent en réalité une ligne maternelle jusqu'à son origine. Plus on remonte profondément, plus on voyage loin dans le passé. L0D et L0K ont été datées si loin dans le temps qu'elles représentent pratiquement nos plus anciennes lignées maternelles connues. Elles sont donc précieuses pour comprendre comment les populations humaines se sont dispersées et ont évolué au fil des millénaires. Pour comprendre pourquoi ces lignées sont si anciennes, il faut comprendre l'isolement des populations et la dérive génétique. Les peuples Khoisan ont conservé des populations relativement isolées pendant des dizaines de milliers d'années, séparées des autres populations africaines par la géographie et par certaines pratiques culturelles. Cet isolement a permis à leur lignée génétique d'évoluer de manière partiellement indépendante, en accumulant des mutations et des variations propres sur cette immense durée. En revanche, d'autres populations humaines ont connu davantage de migrations, davantage de contacts avec des groupes voisins et davantage de mélanges génétiques. Ce mélange rend les lignées anciennes moins visibles et les remplace par des combinaisons génétiques plus récentes. L'isolement géographique et culturel des Khoisan a donc préservé la trace de ces anciennes lignées, qui auraient autrement pu être masquées par des millénaires de déplacements et de métissages humains. Mais c'est précisément là que le récit viral s'effondre complètement. Ces véritables résultats scientifiques ne constituent pas un classement des races humaines. Un classement implique une hiérarchie, une échelle avec un haut et un bas, des gagnants et des perdants. Ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit. Les lignées génétiques anciennes ne sont ni meilleures ni plus avancées que les plus récentes. Elles sont simplement différentes. Elles reflètent des migrations, un isolement géographique et une histoire évolutive. Porter une lignée ancienne n'est pas un accomplissement. Porter une lignée plus récente n'est pas un échec. Ce sont simplement des résultats différents issus des mêmes processus évolutifs qui ont façonné toutes les populations humaines. Et il y a un point encore plus essentiel. Le concept de race biologique ne correspond pas du tout à ce que montre la génétique moderne. Les scientifiques savent, depuis des décennies, que la variation génétique à l'intérieur des groupes raciaux supposés est beaucoup plus grande que la variation génétique entre ces groupes. Si tu prends deux humains choisis au hasard sur le même continent, ils peuvent être génétiquement plus différents l'un de l'autre qu'une personne de ce continent et une personne d'un autre continent. Les catégories que nous appelons races sont des constructions sociales qui ont une importance culturelle et historique. Mais elles ne correspondent pas à des frontières biologiques nettes, le génome humain ne respecte tout simplement pas les catégories raciales créées par la société. Le projet des 1000 génomes, l'une des études génétiques les plus complètes jamais réalisées, a montré que moins de 10% des variantes génétiques présentent de grandes différences de fréquence entre les populations. Réfléchis à cela. Sur des centaines de millions de variantes génétiques dans le génome humain, seule une infime fraction varie réellement de manière importante entre les populations. L'écrasante majorité de la variation génétique humaine se trouve à l'intérieur des populations et non entre elles. Cela signifie que, génétiquement parlant, les populations se ressemblent beaucoup plus qu'elles ne diffèrent. Quand les chercheurs parlent de différences de population dans les études génétiques, ils identifient de très petites différences sur un fond d'immenses similitudes. Pour mettre cela en perspective, si tu séquençais le génome de deux personnes prises au hasard dans le même pays, tu trouverais entre elles une grande variation génétique. Puis, si tu séquençais des personnes de pays différents, les différences entre les pays seraient souvent plus petites que les différences trouvées au sein d'un même pays. Ce schéma se retrouve dans toutes les populations humaines à l'échelle mondiale. Les différences génétiques qui te distinguent de ton voisin, de ton cousin ou de ton meilleur ami sont plus grandes que la différence génétique moyenne entre deux personnes choisies au hasard sur des continents différents. Cette idée fondamentale détruit toute notion de race génétique significative ou de hiérarchie biologique. Un autre résultat crucial de cette recherche est que les populations africaines, en particulier en Afrique subsaharienne, présentent beaucoup plus de diversité génétique que les populations des autres continents.
Une variante courante observée dans une population possède généralement environ 15 à 20 variantes de repérage dans les populations non africaines, mais environ 8 dans les populations africaines. Cette diversité plus grande reflète le rôle de l'Afrique comme berceau de notre espèce, et comme région où les humains ont vécu le plus longtemps avant que certains groupes ne se dispersent vers d'autres continents. Une plus grande diversité n'est pas le signe d'un caractère plus ancien ou plus primitif. C'est le signe d'être la région où l'espèce humaine est apparue et où les populations ont eu le plus de temps pour se diversifier avant que certains groupes ne migrent ailleurs. Quand les humains ont commencé à quitter l'Afrique, il y a peut-être entre 60 000 et 80 000 ans, ils ont rencontré des environnements entièrement nouveaux, de nouveaux défis et de nouvelles pressions de sélection. Ces goulots d'étranglement, c'est-à-dire ces périodes où les populations ont fortement diminué, ont réduit la diversité génétique des populations non africaines. C'est un schéma bien établi en biologie évolutive. Quand une grande population se divise en groupes plus petits, ces petits groupes emportent avec eux un échantillon représentatif de la variation génétique du grand groupe, mais une variation totale plus faible. Cela explique pourquoi les populations hors d'Afrique ont moins de diversité génétique que les populations africaines. Ce n'est pas parce qu'elles seraient plus jeunes dans un sens profond, c'est parce qu'elles ont traversé des goulots d'étranglement démographique pendant les migrations et les installations sur de nouveaux territoires. L'étude scientifique de l'ADN humain ancien a aussi révélé des modèles fascinants de migration et d'interaction. Quand les chercheurs ont analysé l'ADN d'humains anciens, ils ont découvert que les populations se déplaçaient souvent sur de très longues distances et interagissaient bien plus qu'on ne le pensait autrefois. Des habitants de l'âge de pierre au Maroc, il y a environ 15 000 ans, portaient une ascendance génétique venue à la fois d'anciennes populations du Proche-Orient et de populations d'Afrique subsaharienne, ce qui suggère des contacts lointains importants et du mélange. Des individus du Cameroun datant de 8000 ans portaient une ascendance issue de lignées auparavant inconnues, révélant que l'Afrique de l'Ouest abritait une grande diversité génétique ancestrale qui a contribué à façonner les populations modernes. Une découverte particulièrement fascinante concernait un haplogroupe du chromosome X appelé A0. Il s'agit d'une lignée extraordinairement ancienne, qui s'est séparée de toutes les autres lignées humaines connues il y a environ 300 000 à 200 000 ans. A0 n'est presque jamais observé aujourd'hui en dehors de l'ouest du Cameroun. Mais lorsque les chercheurs ont analysé l'ADN ancien d'individus de Shumlaka, au Cameroun, datant de 8000 ans, ils ont découvert qu'un de ces individus, un adolescent de sexe masculin, portait ce rare haplogroupe. Cette découverte montre que des lignées anciennes peuvent persister dans certaines populations pendant des dizaines de milliers d'années, préservées par des facteurs géographiques et culturels, avant de devenir extrêmement rares ou de disparaître. La science qui permet de retracer l'ADN humain ancien s'appuie sur plusieurs techniques sophistiquées qui ont énormément progressé au cours des 2 dernières décennies. Le séquençage du génome entier détermine la séquence complète de l'ADN d'un individu, ce qui permet une comparaison détaillée avec d'autres génomes dans le temps et dans l'espace. Cette technologie, qui ressemblait à de la science-fiction il y a à peine 30 ans, ne coûte plus aujourd'hui que quelques centaines de dollars et produit des résultats en quelques jours ou quelques semaines. L'analyse de l'ADN mitochondrial suit les lignées maternelles parce que les mitochondries sont transmises par la mère avec très peu de recombinaisons, ce qui signifie qu'elles traversent les familles avec relativement peu de mélange génétique. L'analyse du chromosome X-ian suit les lignées paternelles parce que le chromosome XY passe en grande partie inchangé du père au fils, créant un lien patrilinéaire direct à travers les générations. Ces différents marqueurs nous donnent plusieurs perspectives sur l'ascendance humaine et les modèles de migration. Chacun raconte une partie de notre histoire génétique sous un angle différent. Aucun de ces marqueurs, cependant, ne soutient l'idée de classer l'humanité selon l'âge génétique ou de créer une hiérarchie de population basée sur la divergence de l'ADN. Au contraire, ils fournissent des informations complémentaires sur la manière dont notre espèce s'est diversifiée et répandue à travers le globe. Quand les scientifiques ont découvert que certaines populations africaines portaient certaines des plus anciennes lignées génétiques, cette découverte a été comprise dans le cadre plus large de l'évolution humaine et des migrations. Ce n'était ni choquant ni controversé. C'était en réalité exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, et cela concordait avec tout ce que nous savions déjà sur les origines humaines. Les humains modernes ont évolué en Afrique. Ils y ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années avant que certains groupes ne se dispersent vers d'autres continents. Les populations africaines devaient donc conserver la trace de ces anciennes lignées.
C'est de la biologie évolutive de base, pas une révélation sensationnelle. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, quand ce fait simple est arrivé sur les réseaux sociaux, il a été transformé en quelque chose de totalement différent. Les vidéos virales utilisent généralement plusieurs astuces rhétoriques pour induire leur public en erreur. D'abord, elles prennent de véritables résultats scientifiques et les présentent comme beaucoup plus surprenants ou controversés qu'ils ne le sont réellement. Ensuite, elles utilisent un langage provocateur et un cadrage sensationnaliste pour laisser entendre que ces résultats contredisaient les connaissances établies, alors qu'en réalité, ils les confirmaient. Ensuite encore, elles suggèrent souvent, ou affirment directement, qu'un ADN ancien représenterait une forme de supériorité ou d'avancement, alors qu'il ne représente ni l'un ni l'autre. Enfin, elles réduisent des concepts scientifiques complexes à des récits simples qui font disparaître toute nuance et toute précision. Le résultat est un contenu qui ressemble superficiellement à de la vulgarisation scientifique, mais qui déforme en réalité la recherche. Ajoutons une autre couche à cette question. Qu'est-ce que les scientifiques veulent exactement dire quand ils parlent de diversité génétique? La diversité génétique désigne la variation des séquences d'ADN et des marqueurs génétiques à l'intérieur des populations et entre les populations. Une forte diversité génétique signifie qu'il existe beaucoup de variations. Une faible diversité génétique signifie qu'il y en a peu. Chez les populations humaines, l'Afrique présente une diversité génétique plus élevée que les autres continents. C'est important parce que cette diversité a de vraies conséquences pour la médecine, la résistance aux maladies et l'adaptation évolutive. Il ne s'agit pas de dire qu'une population serait meilleure qu'une autre. C'est une observation factuelle sur la répartition de la variation génétique sur notre planète. Les raisons de ces modèles de diversité génétique sont simples et bien connues. L'Afrique, en tant que point d'origine de l'humain moderne, a eu le plus de temps pour accumuler de la variation génétique. Quand de petits groupes humains ont quitté l'Afrique pour peupler d'autres continents, ils n'ont emporté avec eux qu'une partie de la variation génétique africaine. Au cours des millénaires suivants, de nouvelles mutations sont apparues, et les populations ont évolué sous des pressions de sélection différentes dans leurs nouveaux environnements. Mais la quantité totale de diversité génétique dans ces populations n'a jamais complètement rattrapé celle qui est restée en Afrique, là où toute l'histoire précoce de notre espèce s'était déroulée. Cela explique les modèles que nous observons aujourd'hui. Et cela n'a rien à voir avec l'idée qu'une population serait plus avancée, plus intelligente ou plus évoluée qu'une autre. Le concept de race biologique a une histoire compliquée dans la science. Pendant une grande partie du XXe siècle, les scientifiques ont effectivement tenté de classer les humains en catégories raciales distinctes à partir de caractéristiques physiques et de supposées différences génétiques. Cette approche était non seulement scientifiquement erronée, mais aussi profondément liée à des idéologies racistes et à des justifications coloniales de l'exploitation et de la discrimination. Avec les progrès de la génétique, notamment grâce à la génétique moléculaire et au séquençage de l'ADN, il est devenu clair que les catégories raciales traditionnelles ne correspondent pas à la réalité génétique. Il n'existe tout simplement pas de frontières génétiques nettes entre les groupes raciaux. À la place, on observe un continuum de variations, avec plus de variations à l'intérieur des groupes qu'entre eux. Les généticiens et biologistes modernes ont donc largement abandonné l'usage des catégories raciales dans la recherche et les ont remplacées par des termes plus précis comme population, ascendance ou groupe ethnique. Ces termes reconnaissent que les humains ont des origines géographiques et des populations ancestrales différentes, sans supposer l'existence de catégories fixes ou de hiérarchies. Certains chercheurs utilisent encore la terminologie raciale lorsqu'ils étudient les déterminants sociaux de la santé ou lorsqu'ils analysent des données médicales qui incluent des catégories raciales. Mais même dans ce cas, ils prennent soin de préciser que la race est une construction sociale, pas biologique. Les gènes qui influencent la couleur de la peau, la texture des cheveux ou certains traits du visage ne représentent qu'une infime fraction de la variation génétique humaine. Et ils ne sont pas associés de manière fiable aux catégories raciales utilisées dans la vie quotidienne. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi le récit viral échoue à ce point. Même si les scientifiques avaient réellement classé toutes les populations humaines selon l'âge de leur lignée génétique, ce qu'ils n'ont pas fait, ce classement ne nous dirait rien sur une supériorité ou une infériorité raciale. Il n'aurait aucun lien avec l'intelligence, les capacités, la valeur morale ou toute autre caractéristique qui compte lorsqu'on parle de valeur humaine ou de potentiel humain. Il ne ferait que refléter la géographie historique des migrations humaines et des interactions entre populations.
On ne peut pas tirer de conclusions morales, ni construire des hiérarchies de valeurs humaines à partir de simples modèles de variation génétique. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la science. Et essayer de le faire revient à commettre une erreur fondamentale de raisonnement. Allons un peu plus loin dans ce que représentent réellement ces anciennes lignées génétiques. Quand nous disons que L0D a 172 000 ans, nous parlons du plus récent ancêtre commun de toutes les personnes qui portent encore aujourd'hui cette lignée. Les différences génétiques entre les porteurs modernes de L0D et cet ancêtre commun ancien représentent des mutations qui se sont accumulées au cours de ces 172 000 années. Il s'agit, pour la plupart, de mutations neutres, c'est-à-dire de changements dans l'ADN qui n'affectent pas de manière importante les protéines qu'ils codent ou l'aptitude générale de l'organisme. Certaines mutations peuvent avoir des effets mineurs en donnant de légers avantages ou de légers désavantages dans certains environnements. Mais l'immense majorité de la variation génétique est neutre et elle s'accumule à un rythme relativement prévisible, ce qui permet aux scientifiques de l'utiliser comme une sorte d'horloge moléculaire. Plus on descend profondément dans l'arbre généalogique humain, plus la lignée est ancienne et plus on trouve de différences génétiques entre cette forme ancestrale et les populations modernes. Mais ces différences ne sont pas hiérarchiques. Ce ne sont pas des étapes d'une évolution qui irait vers un point d'arrivée. Ce sont simplement des trajectoires évolutives différentes, suivies par des populations séparées géographiquement. Une population qui porte une lignée ancienne a eu plus de temps pour diverger de la forme ancestrale, mais cette divergence est multidirectionnelle. Les populations modernes, qui portent L0D, ont évolué sur leur propre voie à partir de cet ancêtre ancien. Les populations qui se sont séparées plus récemment ont pris d'autres voies. Aucune n'est plus évoluée, elles ont simplement évolué différemment. Comprendre cela demande de corriger une idée fausse très répandue sur l'évolution, à savoir qu'elle serait progressive, qu'elle irait vers davantage de complexité, vers l'amélioration ou vers un but final. L'évolution n'est pas ainsi. L'évolution est simplement le processus par lequel les populations changent au fil du temps sous l'effet des mutations et de la sélection naturelle. Elle n'a ni direction, ni but, ni point d'arrivée. Une population portant des lignées anciennes n'est ni plus primitive, ni moins évoluée qu'une population portant des lignées plus récentes. Elle est simplement différente, façonnée par d'autres environnements, d'autres migrations et d'autres histoires démographiques. C'est précisément pour cela que les biologistes de l'évolution moderne rejettent avec force toute pensée hiérarchique appliquée aux populations humaines. Un autre aspect important de cette recherche concerne ce que les marqueurs génétiques nous disent réellement. Quand les scientifiques identifient un haplogroupe ancien du chromosome X comme A0, ils identifient une portion d'ADN transmise par les lignées paternelles avec relativement peu de recombinaisons. Cet ADN est utile pour retracer l'ascendance paternelle parce qu'il reste relativement stable au fil des générations. L'ADN mitochondrial fonctionne de façon comparable pour l'ascendance maternelle, mais ces marqueurs ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble de notre patrimoine génétique. Ton corps contient environ 37 000 milliards de cellules, chacune avec un noyau contenant près de 3 milliards de paires de bases d'ADN, plus de l'ADN mitochondrial dans les mitochondries. Les marqueurs que les scientifiques utilisent pour retracer l'ascendance sont des points précis au sein de cet immense paysage génétique. Ils sont utiles pour leur objectif particulier, mais ils ne nous disent pas tout sur la génétique d'une personne, ni sur les différences entre populations. Le génome humain complet est composé d'environ 3 milliards de paires de bases. Ces paires de bases codent approximativement 21 000 gènes, qui produisent les protéines faisant réellement fonctionner nos cellules et nos corps. La variation dans les gènes et dans les régions régulatrices influence des traits, comme la taille, le métabolisme, la sensibilité à certaines maladies et d'innombrables autres caractéristiques. Mais la plus grande partie de notre génome est constituée d'ADN non codant, qui ne produit pas directement de protéines, mais qui peut avoir des fonctions régulatrices que nous ne comprenons pas encore complètement. Quand les scientifiques comparent des génomes entiers entre populations, ils examinent toute cette complexité. Et ce qu'ils constatent de manière constante, c'est que les différences entre populations sont faibles, dispersées, et qu'elles reflètent surtout la dérive génétique aléatoire, les schémas de migration et, dans certains cas, des adaptations à des environnements locaux. L'adaptation environnementale est une dimension fascinante de la génétique des populations. Les humains vivant en haute altitude, comme dans les Andes ou sur le plateau tibétain, ont développé des adaptations génétiques qui améliorent l'utilisation de l'oxygène et réduisent leurs besoins en oxygène.
Les humains vivant dans des sociétés où l'élevage laitier existe depuis longtemps portent souvent des variantes génétiques qui leur permettent de digérer le lactose à l'âge adulte, un trait rare dans les populations sans longue histoire de consommation de lait. La pigmentation de la peau varie dans le monde en partie à cause de l'adaptation à différents niveaux de rayonnement ultraviolet. Ce sont des exemples de la manière dont la sélection naturelle agit réellement sur les populations humaines, en créant de vraies différences génétiques avec des conséquences fonctionnelles. Mais ces adaptations sont réparties entre de nombreuses populations et ne correspondent pas aux catégories raciales. Elles ne soutiennent en rien les affirmations virales sur un classement des populations selon l'âge génétique. Et ce qui est particulièrement important dans l'étude de ces adaptations, c'est qu'elles montrent que l'évolution humaine ne s'est pas arrêtée. Les humains modernes continuent d'évoluer et de s'adapter à leurs environnements, même si aujourd'hui une grande partie de notre évolution passe davantage par la culture que par la biologie. Les adaptations génétiques que nous voyons dans différentes populations racontent des histoires d'ingéniosité et de résilience humaine, des histoires sur la manière dont notre espèce a appris à prospérer dans des environnements très différents, de la toundra arctique aux forêts tropicales humides, en passant par les hauts plateaux montagneux. Ce sont des accomplissements profonds de l'adaptation humaine, mais ils ne créent aucune hiérarchie entre les populations humaines. Quand on examine de manière rigoureuse et complète la recherche sur la diversité génétique et les anciennes lignées, on découvre une histoire d'humanité partagée et non une histoire de hiérarchie humaine. On découvre les traces d'une espèce née en Afrique qui a donné naissance à des populations adaptées à des environnements très divers, qui a connu des périodes de contact et d'isolement et qui a finalement produit la population humaine mondiale que nous connaissons aujourd'hui. On découvre que les populations portent différents sous-ensembles de la variation génétique totale de notre espèce. Non pas parce qu'une population serait supérieure ou inférieure, mais à cause des contingences de l'histoire et de la géographie. On découvre que les différences génétiques entre populations humaines sont très largement dépassées par leur similitude et que la variation génétique humaine suit des gradients plutôt que des frontières nettes. Cette compréhension a des implications importantes bien au-delà de la génétique académique. Elle influence notre approche de la médecine, la façon dont nous concevons les interventions de santé publique et la manière dont nous pensons les différences humaines. Quand des chercheurs en génétique étudient, par exemple, la susceptibilité aux maladies, ils doivent tenir compte des différences de fréquence allélique entre populations. Non pas parce qu'une population serait naturellement plus malade ou moins saine, mais parce que la distribution des variantes génétiques diffère d'une population à l'autre. Comprendre ces distributions aide à mettre au point des traitements plus efficaces. De la même manière, en génétique médico-légale et en génétique des populations, comprendre la structure de la variation humaine aide les chercheurs à tirer des conclusions correctes à partir des données génétiques. Mais tout ce travail se fait avec l'idée claire que l'on étudie la variation entre populations, et non que l'on classe des populations sur une échelle de valeur génétique ou d'avancement révolutionnaire. Le fait que le récit viral persiste malgré son inexactitude scientifique nous apprend quelque chose d'important sur la manière dont la désinformation se propage à l'ère numérique. Les résultats scientifiques, surtout lorsqu'ils touchent aux différences humaines, sont particulièrement vulnérables aux déformations parce qu'ils touchent à des anxiétés sociales et culturelles profondes. Tout au long de l'histoire, des affirmations pseudo-scientifiques sur les différences humaines ont été utilisées pour justifier la discrimination, le colonialisme, l'esclavage et le génocide. Quand la génétique moderne aborde des différences entre populations, même dans un cadre scientifique neutre, cette histoire continue de peser lourd. Cela rend encore plus important le fait de communiquer avec précision sur ce que montrent réellement les recherches. Les chercheurs qui publient ces études génétiques n'affirment jamais qu'ils classent les races humaines. Quand les scientifiques te présentent leurs résultats dans des conférences ou dans des articles publiés, ils les situent avec prudence dans le contexte plus large de la biologie de l'évolution et de l'histoire humaine. Ils parlent de l'histoire des populations, des migrations et des limites de leurs résultats. Ils soulignent que les schémas observés dans les marqueurs génétiques ne se traduisent pas en hiérarchie de valeurs humaines ou de capacités humaines. Mais cette façon prudente et nuancée de présenter les choses se traduit mal dans les contenus viraux des réseaux sociaux. Elle est moins excitante, moins provocatrice, et elle ne génère pas le même niveau d'engagement que les déformations sensationnelles. Alors, que devrions-nous réellement retenir de la recherche génétique sur l'ascendance humaine et la diversité ? Premièrement, que les humains sont apparus en Afrique, puis se sont dispersés pour peupler l'ensemble du globe.
Deuxièmement, que les populations africaines portent une plus grande diversité génétique, ce qui reflète la présence plus longue de notre espèce en Afrique. Troisièmement, que certaines populations, en particulier les peuples Khoisan d'Afrique australe, portent certaines des lignées génétiques les plus anciennes, ce qui reflète à la fois le rôle de l'Afrique dans les origines humaines et l'histoire d'isolement relative de ces populations. Quatrièmement, que les différences génétiques entre populations humaines sont faibles par rapport à leurs similitudes, et qu'elles ne soutiennent ni les hiérarchies raciales, ni les affirmations de supériorité ou d'infériorité innée. Cinquièmement, que la variation génétique humaine suit des gradients et reflète les migrations, les mutations et la sélection naturelle, et non des catégories raciales. La véritable histoire de la diversité génétique humaine est fascinante sans qu'il soit nécessaire de la déformer. C'est une histoire de migration et d'adaptation, de lignées anciennes préservées dans des populations isolées, de groupes humains qui se sont répartis sur différents continents et ont évolué en réponse à de nouveaux environnements. C'est une histoire qui nous relie à nos origines africaines, tout en reconnaissant la diversité réelle qui existe entre les populations humaines. C'est une histoire qui devrait nous rendre humbles en montrant à quel point peu de différences génétiques nous séparent réellement malgré toute la diversité culturelle et linguistique que nous avons créée. Et c'est une histoire qui devrait inspirer l'émerveillement et la curiosité plutôt que le besoin de classer, d'étiqueter et de hiérarchiser les populations humaines. Comprendre correctement cette histoire exige que nous allions au-delà des vidéos virales et des titres sensationnalistes pour nous confronter à la littérature scientifique réelle. Cela exige de comprendre des concepts comme la dérive génétique, les goulots d'étranglement démographique et les horloges moléculaires. Cela exige de saisir la différence entre la variation à l'intérieur des populations et la variation entre les populations. Cela exige de reconnaître que la science génétique, comme toute science, produit des conclusions provisoires fondées sur des preuves et non des proclamations définitives de vérité absolue. Et cela exige de comprendre que les découvertes scientifiques sur la génétique humaine, comme toute forme de connaissance, peuvent être mal utilisées et mal représentées si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous les communiquons. À mesure que la technologie génétique continue de progresser et que davantage de populations sont incluses dans de grandes études génétiques, nous apprendrons sans aucun doute encore plus de choses sur l'ascendance humaine, les migrations et l'histoire des populations. Ces découvertes apporteront un savoir précieux à la médecine, à la biologie évolutive et à notre compréhension des origines humaines, mais elles ne révéleront aucune hiérarchie cachée des races ou des populations humaines. Elles ne fourniront aucune justification scientifique à la discrimination ou à la hiérarchie. Elles révéleront simplement davantage de détails sur la manière dont l'extraordinaire histoire de l'évolution humaine s'est réellement déroulée. Cette histoire est déjà assez complexe, assez intéressante et assez importante, sans qu'on ait besoin de la déformer. Le vrai défi consiste à la communiquer avec exactitude, aussi bien au public scientifique qu'au grand public, tout en résistant à la tentation de transformer de vraies découvertes en récits sensationnalistes qui confirment des préjugés déjà existants. Voilà le véritable travail de la communication scientifique dans une époque marquée par la diffusion ultra rapide de l'information et par des réseaux sociaux gouvernés par la recherche d'engagement. Et c'est pour cela qu'il est important d'examiner et de démonter des affirmations comme ce récit viral qui prétend classer les races humaines selon l'âge de leur ADN. En comprenant ce que dit réellement la science et pourquoi la version virale déforme la recherche, nous nous donnons les moyens d'évaluer les affirmations génétiques avec esprit critique et de résister à l'attrait trompeur de la désinformation qui semble confirmer des biais déjà présents. Nous devenons ainsi des citoyens mieux informés dans un monde où la science génétique influence de plus en plus la médecine.